Donc, les protozoaires existent principalement sous deux formes. Une forme végétative, qui est la forme où le parasite se nourrit, se reproduit et se déplace activement. C'est la forme pathogène chez la plupart des espèces. Elle survient après fission asexuée ou par fusion des gamètes chez les sporozoaires. La deuxième forme est la forme kystique ou la forme de résistance. C'est une forme de survie et d'inactivité pour beaucoup de protozoaires. Les oocystes et les kystes sont notamment très difficiles à éliminer au milieu extérieur. Donc, pour ce qui est du tropisme de ces parasites, ils peuvent occuper différentes niches écologiques chez l'animal et l'humain. On cite ici plusieurs exemples. Par exemple, dans la peau, on trouve les leishmanioses, dans l'acanthomoeba, dans la bouche, l'amoeba et les flagellates, et dans l'appareil digestif, Giardia, l'entamoeba et Cryptosporidium. On a ici d'autres exemples, comme tropisme sanguin pour Plasmodium et les trypanosomes, tropisme rénal pour Leishmania, le foie pour Entamoeba, on retrouve Trypanosoma cruzi dans les muscles, et dans le système nerveux central, on peut retrouver Toxoplasma et Plasmodium. On passe à un aperçu sur la taxonomie des protozoaires. Il est utile de noter que la classification des protozoaires a énormément changé, qu'ils étaient d'abord adhérents au règne animal avant d'être classés dans un règne à part, qui est le règne des protistes. Les différentes classifications se sont basées sur différentes méthodes d'observation, notamment au microscope optique, au microscope électronique et la biologie moléculaire. On va utiliser dans ce cours une des classifications modernes qui divise le sous-règne des protozoaires en trois embranchements, les apicomplexes, les sarcomastigophores et les ciliophores. Historiquement, les microsporidés ont aussi été classés comme un embranchement des protozoaires, mais les études récentes les apparentent plus aux champignons. La classification se base principalement sur la méthode de locomotion pour différencier les différents embranchements. Par exemple, les apicomplexes se déplacent par glissement et sont immobiles dans leur forme mature. Ils possèdent des organes spécialisés à l'extrémité, qui est l'apex des cellules. Et ils sont tous parasites. Par exemple, pour ce qui est des sarcomastigophores, ils ont un seul noyau et ils se déplacent par flagelle ou pseudopodes. Enfin, pour les ciliophora, ils se déplacent et obtiennent leur nourriture grâce à des cils. Ils ont une pellicule rigide et un cystosome distinct et ils ont des noyaux dimorphiques. On passe maintenant à l'embranchement des sarcomastigophora. Ce premier embranchement, qui est celui des sarcomastigophora, se divise en deux sous-embranchements, les mastigophora et les sarcodina. Le premier cité regroupe dans sa seule classe des zoomastigophora plusieurs ordres. On cite notamment les Conoflagellida, les Kinetoplastida, les Diplomonadida, les Hypermastigida et les Trichomonadida. On va prendre un exemple des mastigophora. Ce sont des parasites qui possèdent un ou plusieurs flagelles, dont on les appelle les flagellés ou flagellates. Le flagelle s'insère sur le synestosome. Ils ont une apparence qui est fusiforme et possèdent une membrane cytoplasmique qui renferme le cytoplasme, un noyau et un appareil de Golgi parabasal. Par exemple, on cite parmi les parasites de ce sous-embranchement les parasites du genre Trypanosoma. Ces parasites ont la particularité d'avoir une membrane ondulante et développée et un flagelle qui est situé en arrière du noyau. Par exemple, on cite l'agent responsable de la maladie du sommeil que l'on abordera plus tard dans le cours, qui est Trypanosoma gambies. L'autre sous-embranchement, celui des Sarcodina, est le plus grand sous-embranchement des trocités, avec plus de 11 500 espèces décrites. Il comprend les amibes et les organismes apparentés qui sont tous des cellules solitaires qui se déplacent et capturent la nourriture à l'aide de pseudopodes, qui sont des extensions temporaires de la cellule. Ils se nourrissent par phagocytose et se multiplient par voie asexuée. On cite par exemple les parasites du genre Amoeba. Par exemple, Entamoeba histolytica, qui est pathogène, et Entamoeba coli, qui est non pathogène et qui est un parasite du gros intestin chez l'homme. On va maintenant décrire le cycle des Sarcodina parasites, comme Entamoeba histolytica comme exemple. Ce cycle commence par l'ingestion orale des kystes uninucléés par l'hôte. Une fois dans l'intestin, ces kystes subissent une fission binaire du noyau qui donnera par la suite un kyste à 8 noyaux qui va se diviser en 8 cellules distinctes, des minuta. Certaines de ces cellules se diviseront et donneront des mania, qui phagocyteront les cellules érythrocytaires. Et d'autres formeront des kystes
qui sont excrétés par les fesses. On abordera ces cycles avec plus de détails en abordant les pathologies. On passe maintenant au sous-embranchement des apicomplexes. Donc pour ce qui est des apicomplexes, ces protozoaires possèdent des organites spécialisés à l'extrémité des cellules qui pénètrent dans les tissus de l'hôte. Ils ne sont pas mobiles dans leur forme mature. Certains peuvent se déplacer par le biais des cellules qu'ils infectent. Ce sont des parasites intracellulaires obligatoires dont certains sont très pathogènes. Pour ce qui est de ces parasites, une partie du cycle de vie se déroule à l'intérieur de certains types de cellules hôtes. Ils parasitent en général 2 hôtes ou plus et ils se déplacent en glissant en infectant des cellules hôtes. Leur cycle de vie qu'on abordera plus tard comprend en général des phases sexuées et asexuées qui requièrent un passage par des cellules spécifiques de l'organisme hôte. On va donc prendre pour décrire le cycle l'exemple de l'agent de la coccidièse aviaire. Donc le cycle de vie typique et ses différentes étapes sont décrites sur la figure suivante. L'infection commence toujours par l'absorption orale d'oocystes infectieux qui contiennent chacun 4 sporozoïdes. Chacun d'eux étant équipé de 2 sporozoïdes mobiles, minces et infectués. Dans l'intestin, les sporozoïdes sont libérés, pénètrent dans les cellules de l'hôte et se développent dans ces cellules et sont inclus dans une vacuole parasitophore. À l'intérieur de ces vacuoles, prennent une forme sphérique et commencent à se diviser des divisions nucléaires, atteignant ainsi le statut de schizonte multinucléé. Ce qui donne naissance à des stades longs et minces qui sont les mérozoïtes, qui quittent la vacuole parasitophore après la rupture de la cellule hôte et pénètrent dans les cellules voisines. En raison de la formation et de la désintégration répétée de schizontes, un grand nombre de cellules hôtes sont détruites, ce qui entraîne des diarrhées. Après un nombre de schizogonies spécifiques, des gamètes mâles et femelles sont produites. Les gamètes mâles possèdent 2 ou 3 flagelles spécifiques à l'espèce. Ils pénètrent dans la gamète femelle, qui est la macrogamète, et cette fusion donne naissance à la formation d'un zygote qui excrète des substances de 2 types formant la paroi du kyste. Dès que ces oocystes non sporulés sont excrétés, l'oxygène stimule le processus de sporulation à l'intérieur des oocystes. Un processus de sporulation s'enclenche qui donne naissance à 4 sporocystes chacun avec 2 sporozoïdes. La paroi très stable protège les stades infectieux internes et donc le cycle se répète. Chez d'autres espèces, la phase non sexueuse se déroule chez un hôte intermédiaire. Par le présent schéma, on présente les principales subdivisions de l'embranchement. Ce dernier se divise en 2 classes, la classe des sporozoa et la classe des Perkinsea. La classe des Perkinsea est un groupe de parasites de mollusques bivalves que l'on ne va pas aborder dans ce cours. La classe des sporozoa se divise en 2 sous-classes, qui sont la sous-classe des Gregarina et la sous-classe des Coccidia. Pour ce qui est des Gregarina, ce sont des parasites monoxènes des cavités des vertébrés et des invertébrés. Alors que pour la sous-classe des Coccidia, ce sont des parasites de petite taille intracellulaires qui sont immobiles à l'état végétatif. On prend ici quelques exemples de parasites apicomplexes. Par exemple, Emeria qui est un coccidie parasite de l'intestin grêle du lapin. La spore ingérée s'ouvre sous l'action du suc digestif. On cite aussi les parasites Plasmodium, qui sont des parasites du sang chez les vertébrés. Ils subissent une schizogonie chez l'hôte définitive et une gamogonie chez l'hôte intermédiaire qui est l'anophèle. On cite l'exemple de Plasmodium gallinaceum dont on a vu le cycle chez la poule. Enfin, on passe à l'embranchement des Ciliophora. Ces protozoaires sont aussi appelés infusoires. Ils ont la caractéristique de se déplacer et se nourrir à l'aide des scies, qu'on observe ici sur le schéma. Ils possèdent une pellicule qui est relativement rigide et une forme plus ou moins fixe. Ils ont des noyaux qui sont dimorphiques. Généralement, un macronoyau qui est de grande taille et un micronoyau qui est de petite taille. Certains ciliés possèdent même un port anal. L'embranchement des Ciliophora se divise en 3 classes, selon l'importance de la membrane du cilié. Oligo-Hymenophora, avec oligo qui veut dire peu de membrane. Poly-Hymenophora, avec poly qui veut dire multiples membranes. Et Kinetophragminophora, avec une absence complète de la membrane. On cite comme exemple de ces parasites Ichthyophthirus multifilis, qui est un pathogène responsable de la maladie des pointes blancs chez les poissons. On va décrire le cycle de Ciliophora à travers l'exemple de Ballontidium coli, qui est un parasite des côlons des mammifères.
La reproduction se fait par fission binaire répétée le long de l'axe central médian. Au cours d'un processus de conjugaison, qui est la phase sexuée, deux individus de cette espèce fusionnent pendant une courte période. Dans leur région centrale, elles échangent un noyau diérant qui représente la moitié d'un micronoyau divisé. À l'intérieur du côlon de l'hôte, les stades végétatifs excrètent une paroi kystique. Le kyste sphérique qui en résulte possède un diamètre assez grand de 50 à 100 micromètres qui est excrété dans les fesses. Les stades végétatifs restant à l'intérieur de l'intestin sont capables de pénétrer dans la paroi intestinale et causer des diarrhées. Le cycle redémarre avec l'absorption du kyste de Ballontidium coli. Donc voici pour ce qui est de ce premier chapitre. On se retrouvera par la suite pour étudier plus en détail les protozoaires pathogènes des ruminants. Merci pour votre attention.